Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec plaisir et puis je dois l'avouer également avec un petit pincement au cœur que j'aborde aujourd'hui le dernier cours de cette chaire de nutrition de santé publique au Collège de France 2023. Et donc ce cours va être l'occasion pour nous d'aborder les grandes perspectives dans ce domaine de la nutrition de santé publique. Alors j'avais initialement intitulé ce cours de la recherche à l'optimisation des politiques de santé publique, et c'est vrai, on l'a vu notamment la semaine dernière, que les choses vont souvent dans cet ordre-là. La recherche va générer des connaissances scientifiques sur lesquelles vont pouvoir s'adosser, à partir desquelles on va pouvoir élaborer des politiques nutritionnelles de santé publique. Mais pour ce cours, on va regarder les choses sous l'angle inverse et aborder les perspectives dans l'autre sens, en commençant par les perspectives en matière de politique de santé publique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça dans cet ordre-là ? Vous l'avez compris, je pense, au travers de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, tous les travaux scientifiques qu'on va pouvoir conduire sont imparfaits, par définition, qu'ils soient d'ordre études observationnelles, épidémiologiques, des études expérimentales. Dans tous les domaines de la science, on n'a jamais l'étude parfaite qui, à elle seule, va nous donner la vérité absolue. En plus de cela, la science évolue, la recherche continue, et donc tout résultat, tous travaux scientifiques sont amenés à être modifiés, à évoluer en fonction des connaissances scientifiques qui s'accumulent. Mais ça, il faut bien l'avoir en tête, et c'est ce que nous rappelle ici Sir Bradford Hill, que ça devrait nous servir d'excuse. C'est-à-dire, à un moment donné, en tant que scientifique, on doit se poser la question de là où on en est par rapport à tout ce qui s'est accumulé comme connaissance, est-ce qu'on a suffisamment de preuves qui nous poussent à l'action ? Est-ce qu'on n'en est pas finalement arrivé à un moment où OK, on ne sait pas tout, et il y a sûrement encore des années de recherche et des choses à découvrir ensuite, mais est-ce que d'ores et déjà, il n'est pas temps d'agir ? Et cette question-là, c'est une question très complexe, évidemment, qu'on se pose nous en tant que scientifiques, mais évidemment que doivent se poser les décideurs en matière de santé publique, et c'est une responsabilité collective qui est vraiment en permanence pour les chercheurs, les agences sanitaires, les politiques, donc chacun à son niveau et chacun dans ses fonctions, de se poser ces questions-là et de savoir ce qu'on peut faire est-ce que c'est le moment d'agir. Et donc, alors, on a déjà abordé à différentes reprises, notamment dans le cours sur la durabilité, on aura sûrement des révolutions, des choses qui vont changer de manière assez radicale, si on se projette dans 50 ans. D'ailleurs, on ne sait pas exactement où on en sera en matière d'alimentation au niveau mondial, au niveau français, dans 50 ans, c'est dur de le dire. Et il y aura certainement des choses qui vont évoluer. On se posait la question, je me souviens qu'on a débattu sur la pertinence des insectes comme source protéique, par exemple, qui sont des choses déjà en vogue dans différents pays du monde, très peu en France, avec un degré d'acceptabilité proche de 0 pour l'instant. Est-ce qu'on va tendre vers ça ? Est-ce qu'on va tendre vers, pour diminuer les produits carnés qui sont donc d'une part pour la santé et puis pour l'impact sur les écosystèmes à l'heure actuelle questionnés, donc avec toutes les recommandations qui vont dans le sens d'une diminution de ces consommations-là. Est-ce qu'on va se tourner vers des substituts de produits carnés ? Est-ce que ça va être généralisé ? Est-ce qu'on doit aller vers ça ? Quel type de produit, quel additif on ajoute à l'intérieur, etc. Et quel impact sur la santé ? Il y a énormément de questions qui se posent avec potentiellement des solutions qui pourront émerger dans le futur. Mais ça, c'est un petit peu, quand on me pose moi, la question de alors, quelle sera notre alimentation en 2050, on me pose la question en ces termes. On a l'impression d'être un peu dans de la science-fiction avec des solutions miracles qui vont survenir de la part de biotechnologie. Peut-être. Mais moi, ce que j'aime bien quand même rappeler, c'est qu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire, notamment en matière de politique de santé publique, avec des choses qui sont peut-être moins... moins tape à l'œil, ou en tout cas qui ont l'air moins novatrices, mais enfin qui sont là, ici et maintenant, et pour lesquelles on a énormément de preuves de leur impact potentiel pour prévenir les maladies chroniques, pour améliorer la santé des populations. Alors là, c'est là où on en est en ce moment. Vous connaissez maintenant par cœur le Programme national nutrition santé, donc PNNS,
avec notamment un des aspects de ce programme, ce sont les recommandations de santé publique, les fameux au moins 5 fruits, 5 portions de fruits et légumes par jour, les légumineuses au moins 2 fois par semaine, le poisson 2 par semaine, dont un poisson gras, etc. On a eu l'occasion à plusieurs reprises d'aborder ces recommandations, donc c'est le reflet de là où on en est actuellement, de ce qu'on a pu faire de mieux en matière de politique de santé publique par rapport à l'état actuel des connaissances. Et donc, on a également eu l'occasion à plusieurs reprises de voir qu'il ne suffit pas de dire ce qu'il faudrait faire pour bien manger, c'est déjà bien d'en être arrivé à avoir des lignes directrices par rapport à ça et à les communiquer, mais il faut également agir sur d'autres leviers d'action. Et c'est ce qui a été fait avec différentes mesures de santé publique dans le cadre de cette politique de santé publique nutritionnelle en France, la régulation des contenus des distributeurs, la taxe sur les boissons sucrées ou encore une petite partie déjà de régulation de la publicité à destination des enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on a abordé à plusieurs reprises, mais qui est absolument fondamental là pour la suite, c'est vraiment d'avoir tout à fait conscience d'une nécessité d'action à différents niveaux. Toutes les actions qui vont pouvoir être faites au niveau individuel sont absolument fondamentales. Les recommandations, par exemple, la diffusion des recommandations et l'appropriation de ces recommandations par la population, c'est évidemment très important, et ce, dès le plus jeune âge. Donc d'avoir auprès des enfants dans les écoles, etc., les lignes de base de ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour être en bonne santé, évidemment, c'est très important. Ce qu'on va pouvoir faire pour faciliter aussi les choix au quotidien au niveau de l'individu, comme par exemple un meilleur étiquetage, le Nutri-Score, pour que les individus puissent faire des choix éclairés en rayon, évidemment, ce sont des mesures très importantes. Donc il y a toutes ces mesures-là qui touchent l'individu, mais si on ne fait que ça, et d'ailleurs jusqu'à présent il y a eu beaucoup de politiques plutôt dans cette mouvance-là, eh bien on va passer à côté de paramètres extrêmement importants à modifier, que sont les paramètres qui vont jouer sur l'environnement de l'individu. Quand on sait qu'il faudrait éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, qu'il faut manger plus de fruits et légumes, etc., mais qu'on vit dans un environnement obésogène, tel que ça a été reconnu à l'heure actuelle. Vous allez même sur le quai du métro, vous sortez après le travail, vous avez un petit peu faim, etc. C'est tellement facile d'acheter des barres chocolatées au distributeur, c'est tellement facile de s'acheter une boisson sucrée, un soda. Tout est à portée de main, en fait. Alors, c'est à la fois une chance de vivre dans un pays où on a ce choix-là, cette offre-là, et c'est en même temps une tentation de chaque instant et un environnement qui favorise la surconsommation, la malbouffe. Donc ça, c'est cette notion-là de degré, de complémentarité entre ce qu'on peut faire au niveau de l'individu et ce qu'on peut faire au niveau plus collectif pour favoriser un environnement plus favorable à la santé. Ça fait partie des choses qu'on a abordées dans cet article-là qui a été publié par Alice Belisha et on est plusieurs collègues de l'équipe à avoir co-signé ce travail sur la plateforme The Conversation, donc article qui vient de sortir. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez cette plateforme donc The Conversation qui relaie donc de manière quotidienne avec une newsletter différents articles issus de la communauté de la recherche. Donc ça peut être scientifique, les sciences humaines et sociales, enfin différents types de sujets et avec des articles courts en français qui s'intéressent à un problème, une problématique donnée et au plus près de la recherche et des connaissances actuelles. Donc c'est vraiment une source d'informations, d'idées, de brassage d'idées très intéressantes. Donc, vous pouvez vous abonner à leur newsletter, c'est gratuit. Et donc, dans cet article-là, on aborde vraiment cette question-là. Alors, sous le prisme, initialement, c'est un travail qu'on a fait qui s'intéressait à la stigmatisation des personnes en situation d'obésité et où est-ce qu'on en était à l'heure actuelle. On a travaillé dans Nutrinet Santé avec un questionnaire sur ces aspects-là, une échelle validée, et où on a vu notamment une forte proportion de la population qui pense et qui déclare de manière assez véhémente que l'obésité, c'est un manque de volonté. Alors déjà, évidemment, on sait que d'un point de vue génétique, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et puis même sur les facteurs modifiables, est-ce que c'est uniquement un manque de volonté quand on est dans cet environnement obésogène? C'est une question, évidemment, donc la réponse est non. Et c'est évidemment une question qu'on traite avec cet exemple-là, mais qui illustre de manière plus globale cette nécessité d'agir aussi sur l'offre.
Alors, toutes ces réflexions-là, on les a actuellement dans la communauté de nutrition de santé publique dans le cadre de la SNANC. Alors, cet acronyme un peu barbare signifie Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et donc, ces réflexions en cours sont censées aboutir là, pour, on va dire, le début de l'été, normalement, à une politique nutritionnelle de santé publique qui va guider la politique en matière de nutrition, mais aussi de climat, pour les 10 prochaines années. Et elle s'articule, cette réflexion, sous la tutelle interministérielle du ministère en charge de l'environnement, de la santé et de l'agriculture. Et dans le cadre de cette réflexion, cette gouvernance interministérielle a consulté différentes instances, différentes sociétés savantes pour avoir leur avis, leur input sur ce qu'il faudrait faire dans le cadre de cette stratégie. Et donc, par rapport aux instances qui ont été consultées, alors nous, on a participé en tant qu'experts, différentes personnes, chercheurs de l'équipe, ont participé à différentes de ces consultations et donc de cette remontée d'idées pour le futur de la politique nutritionnelle en France, et notamment au niveau du HCSP, donc le Haut Conseil de la santé publique, qui a donc rendu une contribution là, très récemment. Là, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment en ce moment. Là, les contributions, là, ce sont des choses qui sont sorties en ligne ce mois-ci, et vous avez accès à l'ensemble des informations en ligne documentées. Et donc, le Haut Conseil de la santé publique, alors, a été saisi là pour répondre à cette question, mais ça fait des années, évidemment, de par sa mission, qui se pose les questions de qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le futur de notre politique nutritionnelle en France. Et donc, en réponse à cette consultation de la SNANC, ils ont tout d'abord, on a fait un bilan de tous les rapports potentiellement pertinents qui ont été émis dans le cadre qui pouvaient jouer sur l'alimentation, sur le climat, au cours des, on va dire, 8 dernières années. Là, par exemple, le premier là daté de 2015 jusqu'à 2023, dans ceux qui ont été répertoriés. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas chômé, et chaque rapport est une bible, une mine d'informations sur ce qu'on pourrait faire pour le futur, pour l'alimentation, pour le climat, dans un contexte national, dans un contexte aussi adapté à des situations particulières dans les départements, régions d'outre-mer par exemple. Donc vraiment, encore une fois, une mine d'idées. C'est pas les idées qui manquent sur ce qu'il faudrait faire, et de manière très documentée scientifiquement, tous ces aspects-là. Et en matière, notamment parmi tous ces documents, un qui fait vraiment référence, pour si vous voulez aller plus loin et vous y intéresser, c'est le rapport de 2017, donc, qui s'intitule « Pour une politique nationale nutrition-santé à la hauteur des enjeux de santé publique en France », et qui détaille des mesures de manière générale très concrète de ce qu'il faudrait faire pour améliorer, prévenir correctement les pathologies chroniques liées à la nutrition, résorber les inégalités sociales de santé et avoir également une action sur les écosystèmes par rapport à le levier, en tout cas alimentation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions ? Il y a des choses, alors, je dirais 2017, ça commence un peu à dater, ça fait 5 ans. Il y a quelques choses qui ont un peu avancé, quelques aspects donc, sur lesquels on est sur la bonne voie, mais la grande majorité de ces mesures restent encore totalement d'actualité, puisque les politiques ne s'en sont pas encore saisies. Donc, encore énormément de choses qui ont été préconisées, qu'on a pu préconiser depuis déjà des années et qui ne sont pas encore mises en œuvre. Alors, dans les choses qui commencent à avancer, effectivement, donc d'utiliser ce profil, le FSA modifié HCSP, comme socle pour le Nutri-Score. Vous avez vu que ça a avancé, ça a été généralisé, ça a été adopté en France, dans 6 autres pays dans la zone Europe. Les aspects liés aux standards de composition nutritionnelle, ce sont des discussions qui avancent aussi à l'heure actuelle. Donc il y a des discussions entre différentes branches, interprofessions, ça peut être du pain par exemple, avec le ministère de la Santé notamment, pour essayer de définir des standards, c'est-à-dire que toute l'interprofession se met d'accord, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, pour réguler pas plus de tant de grammes de sel, au moins tant de grammes de fibres, etc., pour avoir une amélioration au global de l'offre avec des accords qui touchent des filières entières. Donc ça, c'est des discussions qui ont commencé, qui peuvent donner des choses intéressantes pour la suite. Et puis après, il y a plein de choses qui ont été d'idées qu'on a pu émettre et qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Par exemple, ici, la taxe sur les boissons sucrées,
qui existe à l'heure actuelle en France, pourquoi ne pas la généraliser à l'ensemble des aliments qui auraient un mauvais profil nutritionnel, tel que scoré par le Nutri-Score, pour avoir une cohérence globale dans cette politique nutritionnelle. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent être faites aussi au niveau, dans cette catégorie mesures réglementaires et fiscales, qui peuvent être faites au niveau de l'aide alimentaire aux populations plus défavorisées. Et quand on parle ici d'aide alimentaire, ça va plus loin que justement l'aide alimentaire classique. Et vous avez pu voir la semaine dernière avec notamment le séminaire qui suivait le cours, donc avec Benjamin Cavalli et puis Sandrine Mioret. Des exemples, un exemple avec le programme Malin de comment jouer sur cette aide alimentaire, mais en rentrant dans le système, en ayant vraiment des possibilités dans des magasins, là où les gens font leurs courses dans la vraie vie, dans les vrais supermarchés, une accessibilité, facilité pour des personnes plus défavorisées. Donc cette réflexion-là et des exemples concrets de mesures, on en a beaucoup qui ont été depuis des années déjà préconisés, mais pas encore mis en œuvre. Alors sur le Nutri-Score, il y a effectivement, le premier pas va déjà être cette bataille pour le rendre obligatoire en Europe. Ça, vous avez pu voir donc avec le cours et le séminaire sur le Nutri-Score que ce n'est pas encore gagné et que malgré les preuves scientifiques maintenant très fortes, avec un consensus de la part d'énormément, là on a signé un rapport avec 320 experts au niveau international sur les plus de 110 publications qui démontrent l'intérêt de santé publique du Nutri-Score, là l'Europe n'a pas encore pris sa décision. Donc c'est effectivement la première bataille. Mais pourquoi pas aussi le rendre obligatoire dans toutes les publicités pour les produits alimentaires. Comme ça, on aurait l'information n'importe où. Là, ce sont des choses qui commencent à avancer avec des réflexions sur comment mettre ça en œuvre en pratique, la poser sur les produits en vrac, dans les restaurations collectives. Donc là, il y a de vraies réflexions qui avancent sur ces aspects-là. L'utiliser pour, par exemple, aussi réguler le contenu des distributeurs. On pourrait dire pas plus de X% de produits dans un distributeur avec un Nutri-Score D ou E, par exemple. Il y a des mesures très concrètes. Quand je le lis dans ce rapport-là, c'est une mine d'idées. Pourquoi également ne pas mettre à disposition à côté de chaque distributeur de boissons sucrées, une fontaine d'eau qui soit accessible gratuitement au public et qui soit à la charge, et son entretien également à la charge de l'industriel qui gère les distributeurs, de manière à ce que quand on a soif, si c'est vraiment juste de la soif, on boit de l'eau, c'est gratuit, voilà. Et c'est si vraiment on veut un soda et qu'on veut payer pour ça, qu'à ce moment-là, parce que là, par rapport à cette problématique, ce qui a pu être décrypté, c'est qu'effectivement, quitte à payer, souvent les gens se disent je ne vais pas payer pour de l'eau, donc dans le distributeur, tant qu'à faire, je vais prendre une boisson, et on retombe dans cet environnement obésogène, et ici avec les boissons sucrées. Et donc utiliser effectivement le profil du Nutri-Score pour cette politique de régulation des prix, comme on a pu le faire sur les boissons sucrées. Cette idée-là a été testée par une équipe de chercheurs aux Pays-Bas qui a montré un impact intéressant dans un supermarché virtuel. Donc ils ont mis en œuvre, je vous ai montré ce qu'on a pu faire nous aussi dans l'équipe, où on a recréé un supermarché comme quand on fait nos courses en ligne, avec plein de produits et sur lesquels on peut tester des hypothèses de recherche, des logos, des types de promotions ou de messages et voir de quelle manière ça influence le contenu et la qualité nutritionnelle des paniers d'achat en sortie. Et donc, eux ont testé ça sur leur supermarché virtuel. Ils ont testé l'impact, donc soit pas de taxe, soit une taxe sur les boissons sucrées, comme on a nous déjà en France, ou bien une taxe basée sur le profil nutritionnel du Nutri-Score. Et ils ont montré, on pouvait s'y attendre, mais c'est bien d'avoir des expérimentations qui l'objectivent, ils ont montré un plus gros impact bénéfique en matière de qualité nutritionnelle des paniers d'achat en sortie, avec cette taxe qui serait basée sur le Nutri-Score. Alors, il y a également des mesures dans différents domaines, et c'est ça qui est intéressant, et c'est vraiment vers cette dimension maintenant qu'il faut aller, c'est de faire travailler ensemble des personnes de différents horizons, différentes disciplines et à différents niveaux du maillage institutionnel en France, si on veut vraiment pouvoir agir, y compris au niveau du territoire et de l'urbanisme. On a des travaux de recherche dans Nutrinet, par exemple, qui montrent l'impact de là où l'on vit,
en matière à la fois de terrain sportif, on appelle ça la walkability des quartiers. Donc, est-ce que vous pouvez faire votre jogging? Est-ce que vous avez des parcs pour que vos enfants puissent aller jouer en plein air, faire de l'exercice physique, etc. Donc, c'est tout cet aspect-là. Et puis également en matière d'offres alimentaires, en fonction de ce à quoi on a accès, des supérettes de fruits et légumes, des supermarchés, etc. De quelle manière tout cet environnement impacte nos comportements en matière nutrition, activité physique. Et bien ça, pour aller dans le bon sens, il faut travailler, y compris avec des urbanistes, avec des personnes qui sont responsables des politiques de la ville en matière d'organisation du territoire. Et donc, on revient là, d'où des préconisations, on va le voir après, sur la gouvernance de cette politique-là, qui doit être évidemment concertée, puisque là, il ne s'agit pas seulement de plancher entre nutritionnistes sur une problématique bien particulière, mais vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Alors évidemment, des préconisations en matière de régulation de la pression marketing. Donc là, on a pu le voir avec différents exemples, mais cette régulation qui serait notamment basée là aussi sur le profil nutritionnel du Nutri-Score pourrait permettre de mieux réguler la publicité, ce qui est une urgence pour les enfants, les adolescents. J'ai repris à plusieurs reprises cet exemple de l'étude de Santé publique France qui montrait que nos enfants et adolescents sont exposés majoritairement à des produits de mauvaise qualité nutritionnelle et qu'il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas que lors des dessins animés auxquels ils ont parfois, qu'ils regardent encore parfois, pour ceux qui regardent encore la télévision, qui sont exposés à ces problèmes-là, c'est aussi sur les réseaux et ça l'est majoritairement pour les adolescents qui sont à 2 heures par jour de vidéos, réseaux sociaux, avec quasiment un no man's land à l'heure actuelle en matière de régulation de tout ce contenu, de toute cette pression marketing sur des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. Donc urgence à ce niveau-là, et là aussi il y a des préconisations qui sont très claires et évidentes et qui paraissent simples en fait finalement, hein. On n'invente pas la poudre en disant ça, maintenant il faut passer à l'action. Donc il y a également des préconisations en matière d'intervention, de programmes de prévention. Et notamment, et ça aussi, ça a été abordé à différentes reprises lors des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour, depuis le plus jeune âge, faire passer les bons messages, comment améliorer l'éducation en mettant là aussi tout le monde autour de la table, l'éducation nationale, les collectivités locales et territoriales, ministère des Sports, le monde associatif, pour avoir accès à la fois au temps scolaire et périscolaire des enfants et aux différents âges pour faire passer des bons messages, des messages qui soient validés scientifiquement et avec une coordination là aussi nationale dans le cadre de cette politique de santé, des messages qui seraient diffusés tout au long du parcours éducatif en France. On a aussi des actions et des préconisations plus ciblées sur certaines problématiques. Par exemple, là, on est encore loin de la connaissance massive de l'intérêt, de la nécessité d'avoir un bon statut en acide folique, en vitamine B9, avant le début de la grossesse et dans les premiers mois de la grossesse pour la prévention des anomalies de fermeture du tube neural. Et donc là aussi, de mettre une couche en matière de communication et d'action de santé publique là-dessus, ça va devenir c'est très important. Les aspects allaitement maternel, vous l'avez vu avec l'étude Epiphane aussi, on est parmi les taux vraiment pas très élevés en Europe et beaucoup de progrès à faire là-dessus quand on sait les bénéfices pour l'enfant et même pour la mère en matière de cancer du sein. Et donc, créer des environnements favorables à l'allaitement, ça passe aussi par ce qu'on peut faire et mettre en œuvre au niveau du travail, des congés, maternité, paternité, etc. Et physiquement, les locaux aussi, qui permettent aussi ce genre de choses dans le milieu du professionnel. Des choses aussi à faire au niveau du système de soins. C'est vrai que moi je parle beaucoup de prévention, mais il y a aussi à réformer la prise en charge des maladies nutritionnelles et des maladies qui ont un fort retentissement nutritionnel, en mettant en place par exemple un forfait nutrition et une coordination des différents professionnels de santé à tous les moments de la prise en charge pour assurer une meilleure prise en charge de ces pathologies-là. Et puis, il y a des choses plus spécifiques. Hein. Je suis moins spécialiste de ces aspects-là, mais sur la réglementation du recours à la chirurgie bariatrique, sur la maîtrise du risque allergique. Chaque chose a été documentée par des spécialistes de la question. Vous pouvez retrouver ces informations-là dans tout ce fameux rapport du HCSP. Sur la formation, y compris des professionnels de santé, il y a une proposition qui pourrait être aussi là d'augmenter le socle de connaissances
initiale et de formation initiale pour les diététiciens et nutritionnistes avec une reconnaissance au niveau licence de ce parcours-là. Et puis des aspects au niveau surveillance. On a vu la semaine dernière l'importance pour l'ANSES, pour Santé publique France, de surveiller l'état nutritionnel et les consommations alimentaires des populations pour voir où on va, pour voir les leviers, les marges de manœuvre encore pour aller dans la bonne direction. Et donc avec la préconisation de cette étude commune Santé publique France-ANSES qui s'appellera ALBAN. Donc là, on va dans cette bonne direction pour la suite. Et évidemment, tout cela avec un soutien de la recherche. C'est-à-dire que si on veut vraiment, là, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, avoir des progrès, on sait déjà beaucoup de choses, mais comme on va le voir, il y a encore énormément d'incertitudes, et donc un financement public, exclusif de tout conflit d'intérêts, notamment de la part des lobbies agroalimentaires, avec un soutien à la recherche en nutrition de santé publique de manière générale, et notamment à la recherche interventionnelle, comme on a pu le voir avec la recherche de Sandrine Nuret la semaine dernière. C'est un domaine qui est extrêmement compliqué, lourd. Il ne faut pas attendre des bénéfices du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs années. Quand on monte une cohorte comme Nutrinet Santé, on a maintenant des retombées, des résultats qui vont impacter les décisions, les expertises collectives, les mesures de santé publique. Mais c'est des choses qu'on a mis en place dans les années, fin des années 2000. Et donc, il faut avoir cette conscience du temps long et du coup que ça peut, de l'investissement, mais des bénéfices à terme pour la santé des populations et même bénéfices économiques parce que prévenir coûte moins cher que guérir. En matière de gouvernance, on va y revenir après, et puis ça rejoint le point sur le financement de la recherche publique. De manière générale, la prévention des conflits d'intérêts avec des mesures pour essayer de limiter là aussi le poids des lobbies, le poids qu'ils peuvent avoir sur les décisions politiques dans le domaine nutritionnel particulièrement. Et donc, dans cette contribution du HCSP à cette SNANC, il n'y a pas eu seulement un rappel de ce qu'ils avaient déjà dit, il y a aussi eu une rédaction et une mise en perspective, selon 4 grands axes, de toutes ces idées, de toutes ces propositions, mises en perspective avec dans une optique des problématiques actuelles, avec un premier axe qui est vraiment de renforcer les politiques publiques qui portent sur l'amélioration de l'environnement nutritionnel, au sens alimentation, activité physique, avec vraiment le fait attention, de ne pas faire porter à l'individu tout le poids du changement, mais de porter davantage les efforts sur l'environnement nutritionnel. Les aspects de régulation, de promotion commerciale, taxation, subvention, très importants, les standards de référence pour la composition nutritionnelle, les modifications de l'environnement bâti, du lieu de travail et notamment par rapport à l'allaitement, mais pas uniquement, et le soutien à la recherche, avec également cette problématique, on l'a vu avec plusieurs exemples, les boissons qui sont pour une même marque plus sucrées dans les Antilles, des problématiques locales, chlordécone ou autres, etc. Donc une adaptation au territoire, aux différentes problématiques de santé publique. Donc ça, c'est finalement un texte qui, vous pouvez totalement consulter, qui est court et accessible et qui remet en perspective ces différentes problématiques pour aller de l'avant. Aller de l'avant également sur cet aspect de lutte contre les inégalités sociales de santé en remettant au centre le concept d'universalisme proportionné. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais l'idée, c'est que finalement, pour réduire la pente du gradient social de santé, toute action de santé publique, tout le monde a besoin de la prévention nutritionnelle et tout le monde en bénéficiera. Mais les mesures, les actions qui vont être mises en œuvre doivent être à la fois universelles, mais avec une ampleur et une intensité qui sont proportionnelles au niveau de défaveur sociale, de manière à non seulement agir pour tout le monde et pour le bien collectif, mais en réduisant également ces inégalités. Et donc là, tout un ensemble de propositions, d'actions pour aller dans le bon sens par rapport à l'aide, la réformer en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de faire l'aumône et de récolter quelques aliments et d'aller les distribuer, ce qui déjà, c'est ce qu'on voyait la semaine dernière, évidemment c'est des mesures d'urgence qui sont extrêmement utiles, importantes, mais ce n'est pas ça qui va réformer en profondeur les choses. Et donc, il y a des propositions, là, justement, pour aller plus loin, et des programmes plus intégratifs, qui intègrent de manière un peu plus transversale l'ensemble des acteurs pour que ça rentre, finalement, dans le quotidien, ces mesures-là. Alors, je vous parlais à un moment donné aussi de la vision 3 dimensions, de l'impact sur la santé des aliments.
Cette vision à 3 dimensions est très importante aussi. On a pris conscience, là maintenant, qu'il n'y a plus que la dimension nutritionnelle, le gras, le sucre, les fibres, etc. Il y a aussi tout ce qui est transformation des aliments et ajout, par exemple, d'additifs alimentaires ou autres. C'est une autre dimension qui est complémentaire et qui a aussi son impact sur la santé, et de même que la dimension des contaminants, résidus de pesticides, etc. Donc, ces 3 dimensions sont maintenant à intégrer dans la politique et les préconisations, les recommandations, les mesures de santé publique pour la suite. Et également, au-delà de cet impact sur la santé, il y a tout l'impact sur l'environnement. Environnement à la fois écosystème, donc biodiversité, épuisement des ressources de la planète, etc. Mais également sur tout ce qui va être les systèmes de production et les retentissements économiques de notre mode, de nos systèmes de production. Là aussi, quand on parle du commerce équitable, comment se fait-il que ce soit encore une niche et que ça ne devienne pas, que le commerce ne soit pas équitable par définition et de manière générale. Donc transformer durablement, profondément les systèmes alimentaires, et ce depuis la stratégie de production en allant jusqu'à la transformation des produits et jusqu'au consommateur, la lutte contre le gaspillage. Et la restauration collective est souvent citée par les professionnels de santé publique comme un terrain d'expérimentation, puisque cadré avec des acteurs des différentes filières identifiés, comme un terrain qui peut nous permettre de tester des mesures qui vont vers plus de durabilité et à la fois du coup des retentissements possibles sur la santé des consommateurs et la planète, et donc un accent avec pas mal de mesures mis sur la restauration collective comme levier d'action et terrain d'expérimentation. Et donc pour tout ça, donc ce que je vous exprimais, quand on veut avoir une cohérence des différentes actions, un pilotage au niveau national de cette politique, mais qui descende et qui infuse jusqu'au niveau territorial, collectivité locale, etc., il faut un pilotage solide par des instances qui ont vraiment la santé publique comme objectif prioritaire. Et donc, ce qui est préconisé, c'est donc un pilotage interministériel sous la responsabilité du comité interministériel pour la santé et de son comité permanent restreint, donc qui permettrait d'articuler toutes ces actions aux différents niveaux de la chaîne. Une expertise collective qui soit basée une politique qui soit basée sur les résultats d'une expertise collective conduite totalement en absence de lobby, et évidemment un budget pour mener ces actions, ces politiques et la recherche à la hauteur des enjeux, avec également évidemment une coordination entre les différentes initiatives. Il ne s'agit pas de tous partir dans son coin entre le plan national alimentation, le programme national nutrition santé, le plan de mobilisation contre les conduites addictives, notamment avec l'alcool, donc tout ça qui serait orchestré, piloté par cette gouvernance de cette stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Alors, ça c'était donc vous avez vu qu'on a largement contribué sur les aspects HCSP, donc j'ai détaillé pas mal ces aspects, j'irai un petit peu plus vite sur les autres contributions, mais d'autres acteurs ont été interrogés, ont rendu des contributions, comme ici l'IDRI par exemple, avec donc une structuration des propositions un peu différentes, ici sous 4 axes par exemple, environnement physique, socioculturel, économique, environnement cognitif, mais on retrouve finalement, et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on a quand même des propositions qui tiennent la route et avec différentes parties prenantes qui veulent aller dans cette direction, on retrouve une grande cohérence globalement, pour certaines mesures, avec ce qui a été proposé par le HCSP. Par exemple ici, agir sur les aspects de restauration collective, réduire la pression marketing avec une interdiction de la publicité pour des produits avec un Nutri-Score qui serait potentiellement très défavorable chez les enfants, etc. Donc il y a pas mal de mesures qui peuvent se recouper. Même chose avec les propositions du RAC, le réseau Action Climat, qui rejoint en grande partie et qui met aussi pas mal beaucoup l'accent sur les aspects évidemment impact environnemental de ces systèmes alimentaires. Donc avec 13 propositions, dont plusieurs sur justement intégrer au PNNS, continuer vraiment à aller dans cette direction de recommandations qui favorise à la fois la santé humaine et planétaire, comme on a pu le voir là, sur la réduction des produits d'élevage par exemple, et avec des choses aussi comme un soutien
je pense que c'est ici, rendre obligatoire l'étiquetage environnemental dont on a discuté, soutenir le déploiement du Nutri-Score, etc. Donc on a des mesures qui se recoupent. Et on en a aussi dans la contribution du CNA, le Conseil national de l'alimentation, mais ce qui est amusant et pourquoi je souligne cet exemple ici, c'est que, vous voyez, le CNA, donc c'est une instance, un comité donc qui est consulté par exemple là dans le cadre de la SNANC, et qui est constitué à la fois d'associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir, le Réseau Action Climat qui en fait partie également, des associations de personnes en situation d'obésité, ou encore l'INSERM, donc on a une collègue de l'équipe qui fait partie de ce comité, mais également, dans ce comité, il y a l'ANIA, donc représentant des industriels de l'agroalimentaire, la FNSEA, donc principal syndicat agricole, la FCD pour les distributeurs, et donc ce qui conduit, comme vous pouvez l'imaginer, à des avis qui sont parfois très divergents. Et donc c'est assez intéressant de participer à ces instances pour voir de manière très claire s'exprimer justement les différents avis. Maintenant, donc, ce qui est quand même ça, c'est un pas intéressant pour la transparence, c'est que les divergences d'opinion dans ces rapports, donc là, cette contribution que vous pouvez retrouver aussi en ligne, eh bien, sont signées par les émetteurs. Et donc vous pouvez voir de manière très claire, transparente, par exemple ici, page 40, l'ANIA et la FNSEA font part de leur désaccord pour réglementer la publicité, pour protéger les consommateurs, en particulier les enfants. Voilà. Donc du coup, c'est quand même assez... Voilà, quand on a eu plusieurs fois la question de mais pourquoi finalement ça ne change pas, finalement on sait ce qu'il faudrait faire, eh bien voilà, pour ce genre de raisons et du coup d'arbitrage qui parfois n'est pas en faveur de la santé publique. Alors, le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas une politique nutritionnelle un petit peu directive, on risque de patiner un peu, ça risque de ne pas avancer très loin dans différents types de management. Vous avez des managements plus participatifs, plus directifs, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Parfois, ce n'est pas un gros mot d'être directif. Et là, en matière de politique nutritionnelle de santé publique, donc ça c'est une infographie que j'ai empruntée à Foodwatch, donc cette ONG, qui a ranker finalement les différents distributeurs en fonction de des actions qu'ils ont pu objectivement mettre en œuvre pour la réglementation interdisant le marketing de la malbouffe ciblant les enfants. Et donc vous voyez ici, donc eux ils font vraiment du name and shame, donc vous voyez ici les distributeurs, certains jouant plutôt bien le jeu et puis d'autres totalement à la traîne. Et donc là aussi, pourquoi laisser le choix de ces mesures-là? Ça devrait être imposé pour tout le monde se mette au même niveau. Alors ça, on l'a vu et développé, je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans le Nutri-Score, déjà plus de 900 marques qui jouent le jeu en France, mais évidemment toujours les mêmes qui vendent des produits gras, sucrés, salés, mauvais pour la santé, qui refusent d'adopter le Nutri-Score, et un débat au niveau européen qui, on l'espère, sera fait avec un arbitrage en faveur de la santé publique, mais une forte pression de la part d'acteurs économiques contre la mise en place de cette transparence au niveau de l'étiquetage. Vous avez tout le séminaire notamment du professeur Serge Herzberg pour ceux qui voudraient approfondir cet exemple. Alors, ces questions-là, on se les pose à tous les niveaux et quasiment quotidiennement. Vous avez entendu parler sûrement des débats autour des nitrites et des nitrates. Ce sont des additifs qui sont ajoutés aux charcuteries. Donc pour notamment donner la couleur rose et aussi pour des aspects de conservation. Et donc, ils ont été reconnus, ces additifs, comme comme favorisant le risque de cancer colorectal par l'ANSES l'été dernier. Nous, on a aussi des travaux dans Nutrinet Santé qui montrent les liens entre ces nitrites et différents cancers qui ont contribué à cette expertise. Et donc là, des propositions ont été faites pour essayer de réduire les nitrites dans les charcuteries, mais avec finalement des indications qui restent assez incitatives, mais pas très claires en matière de seuil maximaux autorisés. Et donc, on peut s'interroger sur est-ce que ces mesures vont suffire? Est-ce qu'on va réellement avoir une diminution qui va être mise en œuvre par les acteurs de la filière? En tout cas, c'est un vrai débat qui est à l'heure actuelle, avec une problématique qui n'est pas simple, parce que pour des raisons technologiques, pour des raisons de stress oxydant qui est parfois contrecarré par les nitrites, etc., ça n'est pas simple. Donc il y a des vraies discussions autour de ça, mais là, pour l'instant, des réponses qui sont assez, finalement, encore au bon vouloir des industriels, même si elles incitent à aller dans une direction. Chose aussi qu'on voit par exemple sur la régulation des nanoparticules. Alors les nanoparticules dépassent largement le champ de l'alimentation, mais dans l'alimentation elles sont utilisées
donc, elles étaient utilisées comme le dioxyde de titane comme additif alimentaire. Donc pour des raisons de texture, de couleur blanche, etc. Des travaux, notamment au niveau expérimental de l'équipe de Toxalim à Toulouse, ont montré leur caractère potentiellement cancérigène, là aussi au niveau colorectal. Et donc, ce qui a amené l'ANSES en France, l'EFSA plus tardivement au niveau européen, à suspendre finalement l'utilisation de ces nanoparticules, ces additifs nanoparticulaires dans l'alimentation, mais qui restent autorisés dans les médicaments, les dentifrices, etc. Donc il y en a encore dans plein d'autres sources d'exposition. Et avec une définition de ces nanoparticules qui était, donc déjà depuis 2011 au niveau européen, assez permissive, c'est-à-dire qu'il faut pour qu'un on désigne comme nanomatériaux, il faut qu'il y ait au moins 50% des particules qui oscillent entre 1 et 100 nanomètres, donc de taille nanoparticulaire, mais ce qui laisse quand même pas mal de produits qui en contiennent, mais à un seuil un petit peu inférieur. Et donc l'ANSES a demandé à ce que cette définition finalement soit resserrée, soit un petit peu plus stricte. Et en fait, la définition qui vient d'être reproposée au niveau européen, finalement, ne va pas dans ce sens-là d'une régulation, d'une définition plus stricte, avec notamment, par exemple, les nanomatériaux sous forme liquide qui ne sont plus pris en compte alors que c'était le cas avant. Donc, voilà. Donc, il y a des choses là aussi, tant qu'on ne va pas imposer, ça risque de ne pas forcément bien bouger. Et donc, est-ce qu'on va bouger dans la bonne direction? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, et notamment quand on voit ici, par exemple, l'intégration au niveau du ministère de l'Agriculture de l'ancienne directrice de la communication de l'ANIA. Ça fait partie des choses, voilà, est-ce que cette proximité est favorable et va aller dans le bon sens par rapport à la santé des consommateurs? C'est des vraies questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Alors, en matière de recherche, je vous avais montré ce diagramme-là en leçon inaugurale. C'est un diagramme qui est issu de la série Food for Thought du BMJ, du British Medical Journal, et qui nous montrait tout le chemin qu'on avait parcouru en matière de recherche en nutrition. On est parti d'une recherche où on a identifié les vitamines, les minéraux, par rapport au risque de carence. On était là dans le début des années 1900 jusqu'à 1950, où on a identifié les nutriments et les risques qu'on avait lorsqu'on n'en avait pas assez notamment. Et donc, tout un courant qui a suivi jusqu'aux années 80 ensuite, où le but, les politiques de santé publique, l'objectif, c'était vraiment de couvrir les besoins, d'éviter les carences avec les politiques notamment d'enrichissement, par exemple de la farine, la B9 aux États-Unis dans les farines, etc. Dans les années 80, on a commencé à se dire, bon, il n'y a pas seulement la prévention d'une carence aiguë et à court terme qu'il faut regarder, il y a aussi l'impact à plus long terme sur la santé de l'alimentation dans une vision plus globale de prévention des maladies chroniques. Et puis, dans les années 2000, on a encore pris un pas de recul en se disant, bon, il n'y a pas que les vitamines, les minéraux, les nutriments pris de manière isolée qui peuvent avoir un impact. La manière dont tout ça s'articule dans des régimes alimentaires plus globaux, des patterns alimentaires, c'est aussi quelque chose qui a son importance. Et donc, on est passé à une approche plus globale. Et là où on est à l'heure actuelle, eh bien, on a complexifié encore le tableau, ce qui le rend encore plus intéressant, en se posant dans des questions justement sur l'interrelation entre ces différentes dimensions de l'alimentation et plus uniquement les aspects nutritionnels, aussi les aspects additifs, les aspects pesticides, contaminants, etc. Tous les aspects des mécanismes aussi qui sous-tendent ces relations-là et du coup de quelles mesures de santé publique on peut mettre en œuvre pour aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment la recherche telle qu'elle est à l'heure actuelle. Ok, trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pas bon pour la santé. Mais quid de ces cocktails d'additifs qu'on ingère au quotidien, du gluten, sur l'impact sur la santé, des différents régimes restrictifs, le jeûne, est-ce qu'on doit tous aussi devenir végétariens, l'impact des compléments alimentaires. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on se pose sur ces nouveaux facteurs de risque, ces nouveaux facteurs protecteurs qui restent à identifier, les mécanismes, les déterminants des comportements et la recherche sur les politiques de santé publique. Et donc, finalement, quelques grandes réflexions sur l'avenir de la recherche dans ce domaine-là, nutrition-santé. Ça, c'est extrait de ce sur quoi on a planché, là, parce qu'on renouvelle on est dans notre évaluation tous les 5 ans, les labos de recherche sont évalués. Et donc, on a produit des réflexions au niveau de l'équipe sur les différents axes, vers quoi on doit tendre finalement pour le futur de notre recherche à horizon 5 ans et puis plus tard.
Eh bien, tout d'abord, effectivement, réaffirmer cette notion des 3 dimensions. Alors là, je parle sur l'impact santé, hein, donc voilà, nutritionnel, process, contaminant. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche à intégrer et une recherche donc, qui cherche à intégrer ces aspects-là et qui va plus largement vers une prise en compte de l'ensemble des expositions auxquelles nous sommes soumis, avec cette notion d'exposome et de ne plus seulement considérer l'impact de tel aliment, telle substance isolément, mais de possibles effets cocktails, qui est quelque chose qui est encore très peu fait à l'heure actuelle. Quand on va évaluer en expertise collective des substances, des additifs ou autres, on va le faire substance par substance, ce qui déjà est un énorme travail et un gros pas, mais de prendre en compte, de pouvoir produire de la recherche qui va permettre des expertises collectives dans les années futures sur des effets de mélange et ce composé-là n'a pas le même effet lorsqu'il est ajouté avec celui-ci. C'est vraiment un degré de complexité qu'il faut nourrir avec de la recherche, sinon on ne pourra pas expertiser ça. Alors après, on parle beaucoup de ce qu'on mange, mais finalement à quelle heure on le mange, c'est aussi quelque chose, on va le voir dans un exemple, qui est ce vers quoi il faut aussi s'interroger. L'intégration des enjeux écologiques, hein, on l'a vu, les histoires de comment est-ce qu'on intègre toutes ces données-là en matière de technologie, déjà de collecte d'informations plus moderne, on va le voir aussi, de structuration des données et d'analyse de ces données de plus en plus gigantesques en matière de bases de données et de comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on les modélise. Essayer de mieux comprendre tout ce qui est mécanisme et donc du coup mettre en œuvre des études épidémiologiques pas seulement basées sur l'observation des comportements, mais vraiment intégrant des biomarqueurs de différentes voies métaboliques, d'inflammation, de stress oxydant, de perturbation du métabolisme, du microbiote également, pour vraiment comprendre de manière causale ce qu'il y a derrière tout ça. Une recherche de plus en plus participative et le renforcement du dialogue entre scientifiques et décideurs pour vraiment apporter la parole de la recherche la plus actuelle possible et que ça aide vraiment concrètement à la prise de décision. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on fait nous dans l'équipe. Donc j'ai remis la photo de notre équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Et c'est comme ça qu'on a défini notre futur schéma où on a vraiment toutes ces dimensions, toutes ces flèches qui sont abordées. L'impact de la nutrition au sens très large sur la santé humaine, avec une diversité de pathologies, sur la santé planétaire, les mécanismes sous-jacents. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'alimenter de telle ou telle manière, déterminants psychologiques, génétiques, culturels, socio-économiques, etc. Et pareil sur les comportements d'activité physique et de sédentarité. Et tout ça dans un objectif de proposer des mesures, des outils, les tester, les valider pour influencer ces politiques de santé publique. Avec donc à la fois un travail en population générale, mais aussi chez les femmes enceintes, chez les étudiants, chez des personnes atteintes de différentes pathologies chroniques et des approches méthodologiques adaptées. Alors, pour ça, on a mis en œuvre, on a inventé cette étude, Nutrinet Santé. Je pense que je vais passer rapidement parce que là, pour tous ceux qui ont en tout cas suivi les cours, vous connaissez par cœur cette étude. J'espère d'ailleurs que vous êtes tous devenus nutrinautes entre-temps. Il y aura un contrôle à la sortie. Donc, si vous avez 15 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire pour faire progresser la recherche publique en nutrition santé. En participant à Nutrinet, donc c'est vraiment une web cohorte, donc des questionnaires sur Internet, avec une force qui est vraiment cette caractérisation vraiment détaillée, très fine, des expositions alimentaires, nutritionnelles, et qui est vraiment assez unique au monde, avec ce niveau de détail-là. Et puis, évidemment, on collecte des informations sur plein d'autres choses. On suit les personnes, les participants dans le temps pour mesurer l'état de santé. Et puis, on a aussi, de temps en temps, des volets clinico-biologiques. On avait fait un grand volet où on avait collecté du sang, des urines sur 20 000 personnes. On a refait pendant le Covid avec du sang sur buvard par voie postale. Et on est en train de le faire maintenant sur 8 à 10 000 personnes. On va lancer ça là, le mois prochain, sur le volet NutriGut pour les selles pour le microbiote intestinal. Et donc, là, c'est l'interface, donc sur tablette, ordinateur, smartphone, avec les questionnaires alimentaires, qui permettent de collecter évidemment donc, ce qu'on a consommé, les portions, mais aussi plein d'autres informations, notamment est-ce que ce sont des produits du commerce fait maison. Et pour les produits du commerce, on a la possibilité, on demande aussi la marque du produit, ce qui nous donne accès à la composition, en additifs, etc. Et ce, notamment, grâce aux liens qu'on a pu intégrer de manière maintenant automatique avec la base de données
données Open Food Facts, dont vous allez avoir une superbe présentation dans le séminaire qui va suivre. Et nous, ça a vraiment révolutionné notre recherche. C'est-à-dire que maintenant, donc, on peut, dans le cadre des enquêtes alimentaires, scanner les codes barres des aliments qui ont été consommés et directement, on a un lien qui est fait avec cette base de données et du coup avec toutes les informations qui sont données par l'emballage. Donc la liste d'ingrédients, notamment les additifs alimentaires, l'impact environnemental du produit, est-ce qu'il s'agissait d'un soda consommé en bouteille plastique, en bouteille en verre, en canette, etc. Et donc cette mine d'informations-là, on commence à peine maintenant à l'utiliser, à l'explorer, mais vous imaginez les perspectives que ça peut avoir en matière de recherche pour vraiment explorer des choses que jusque-là, on n'avait pas dans les études qui seulement demandaient combien de fois par mois ou par semaine consommez-vous des biscuits, ce genre de choses. On est dans un niveau de détail beaucoup plus fin. Donc ça fait vraiment partie, donc c'est une des premières pistes de recherche, comment développer, comment ces nouvelles technologies peuvent impacter notre quotidien de chercheurs en épidémiologie de la nutrition. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et je pense qu'on aura des réflexions, on espère, donc dans le séminaire juste après. Nous, on aimerait bien, par exemple, aussi aller comment mieux intégrer cette intelligence artificielle dans nos recherches. Est-ce qu'un jour, on aura la possibilité, juste en prenant en photo les aliments, de vraiment avoir quelque chose de très fiable sur ce que les personnes ont mangé? Ça permettra d'embêter moins les nutrinautes et d'aller plus vite dans le recueil. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Il y a des outils, des recherches en cours sur ces aspects méthodologiques pour vraiment améliorer la qualité de l'info et aussi limiter la charge de travail pour les participants. On travaille à l'heure actuelle, par exemple, dans un projet européen pour essayer d'améliorer les algorithmes des capteurs d'activité physique, capteurs qu'on a dans les smartphones ou dans des objets connectés, pour que ces algorithmes-là puissent être vraiment calibrés, validés, et qu'on puisse ensuite utiliser ces ressources-là, les objets connectés que chacun peut avoir, comme collecte massive d'informations pour la recherche en nutrition de santé publique. Et ces outils, évidemment, digitaux peuvent aussi servir dans la recherche interventionnelle et dans l'intervention dans la vraie vie, pour le coaching des citoyens, des patients, et pour le choix, évidemment, des aliments avec les applications nutritionnelles. Donc là, ces trois grands domaines-là sont évidemment des trois grands domaines de perspective, de recherche sur lesquels nous allons investir beaucoup de temps dans les années à venir, et que je ne redétaillerai pas ici, puisque vous avez eu des cours et séminaires vraiment dédiés à ces thématiques-là, donc tout ce qui est food processing, donc transformation des aliments, impact de l'alimentation industrielle, additifs, etc., emballage sur la santé. Tout ce qui est la dimension écologique, impact sur l'environnement, et puis les aspects d'étiquetage avec le Nutri-Score. Donc je rappelle juste ici les grandes lignes. On a un gros programme de recherche où, maintenant qu'on a montré que les aliments ultra transformés avaient probablement un lien avec une augmentation de risque de différentes maladies chroniques, eh bien, qu'est-ce qui joue là-dedans et comment est-ce qu'on peut essayer de démêler les fils de cette pelote-là, de comprendre quels sont les additifs, les cocktails d'additifs, potentiellement ensuite les auxiliaires technologiques, les arômes, mais également les matériaux au contact des aliments, les emballages, etc. Donc, qu'est-ce qui joue, quel composé, quel mélange joue sur la santé? Ça va vraiment être très utile à la fois pour comprendre, nous on aime bien comprendre ce qui se passe, pour apporter des arguments en faveur de liens de cause à effet entre ça et ça, mais également pour apporter des réponses en matière de réglementation, de baisse des doses autorisées ou de limitation de l'utilisation de tel ou tel additif, par exemple, et au contraire, de voir ceux qui ont l'air sans danger pour la santé. Donc on a vraiment déjà des premiers résultats très intéressants sur ce programme de travail qui se poursuit. Vous avez vu également, donc, dans le cadre du séminaire, notamment avec les docteurs Emmanuel Casguillot et Julia Baudry de mon équipe, qui ont des résultats une multitude de résultats sur l'impact des aliments bio, des résidus de pesticides sur la santé, et des perspectives de recherche en matière de transition alimentaire. Déjà, décrire celles qui sont en cours ces dernières années. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Quels sont les leviers pour aller vers des régimes alimentaires plus durables avec toujours pareil impact positif sur l'individu, sur la planète. Quels sont les freins et les obstacles finalement également à ces changements de comportement. Et quand on parle donc régime alimentaire plus durable, on pense par exemple aussi aux aspects de végétalisation de l'alimentation, avec là aussi les travaux de Benjamin Alès dans l'équipe. Quelle alimentation végétale, tout ne se vaut pas en termes de qualité nutritionnelle, et quels impacts sur différents
par exemple maladie ici cardio-métabolique dans le cadre de cet ANR ici. Donc beaucoup de perspectives sur ce volet-là. Sur le Nutri-Score, on l'a vu aussi, des perspectives pour déjà revalider le nouvel algorithme en matière de est-ce que, alors on est sûr du résultat, mais on va quand même le montrer, en matière de meilleure classification des aliments, en matière d'association avec une diète plus favorable et en matière de lien avec l'apparition des pathologies chroniques en fonction du ratio de produits plus ou moins bien classés au Nutri-Score qu'on consomme. Et également avec une étude d'intervention, par exemple ici, pour voir de quelle manière les populations plus défavorables, donc ici c'est une étude qu'on va faire donc pas loin du laboratoire en Seine-Saint-Denis, de quelle manière ils s'approprient le Nutri-Score, de quelle manière ils le comprennent, le lien avec la littératie le niveau de littératie qu'ils peuvent avoir en santé par ailleurs, et comment faire en sorte, avec des interventions qu'on va tester, qu'ils utilisent cet outil et qu'on aille dans la bonne direction, y compris dans ces catégories de population plus difficiles à toucher. Donc on a beaucoup de choses aussi, hein, je vous l'avais dit, sur les aspects d'intégration des deux dimensions nutritionnelles et ultra-transformation au niveau du Nutri-Score, avec cet article qu'on vient de publier avec l'intégration au Nutri-Score d'un cadre noir qui indiquerait le côté ultra-transformé. Et pour ça, un travail à faire au niveau de la définition d'ultra-transformation, une définition qui soit applicable sans ambiguïté au niveau réglementaire. Et puis l'intégration, on travaille aussi à comment intégrer plus finement dans l'algorithme du Nutri-Score des pénalisations liées à cette dimension d'ultra-transformation. Donc ça, c'est aussi un travail de recherche qui est assez complexe et qu'on va mener pour les prochaines années. Alors on travaille sur plein d'autres choses. Et il y a énormément d'autres thèmes de recherche dont je passerai plus rapidement sur certains, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais d'autres thèmes pour lesquels on a des résultats préliminaires et pour lesquels on est encore très loin en matière de niveau de preuve sur la santé dans des domaines extrêmement divers. Alors par exemple, sucre et produits sucrés. On sait maintenant, avec des niveaux de preuve forts, que les boissons sucrées augmentent le risque de 8-9 différentes pathologies, diabète, les caries, le syndrome du foie gras, etc. Sur cancer, par exemple, on n'en sait pas encore grand-chose, à part le fait que ça augmente le risque d'obésité, qui est elle-même facteur de risque d'un certain nombre de localisations de cancer. Mais du coup, on a pu produire là des résultats originaux dans le cadre de Nutrinet Santé qui montraient une association entre boissons sucrées et augmentation de risque de cancer, et là notamment de cancer du sein, avec également un lien pour les jus de fruits, 100% pur jus, qui sont, certes, il y a plus de vitamines, etc. dans les sodas, mais c'est beaucoup de sucre liquide apporté également. Et ce, même lorsque on éliminait l'effet potentiel qui passait par une prise de poids au cours du suivi. Donc ça, c'était des éléments intéressants. On a aussi des travaux où on a essayé de voir si tous les sucres se valaient. Est-ce que c'est pareil, le sucre des produits laitiers, des fruits, le sucre ajouté, etc. Et donc on a vu là sur le risque de cancer également que la consommation totale de sucre était associée à une augmentation de risque de cancer et notamment de cancer du sein, avec des résultats donc toujours significatifs. Ça ne passait pas que par la prise de poids, et que cela, on l'observait plus spécifiquement sur les sucres ajoutés, les sucres libres, les sucres donc des boissons notamment, des boissons sucrées, les sucres ajoutés dans les desserts lactés, etc. Et qu'on n'observait pas ça, par exemple, pour les sucres qui provenaient des fruits. Donc c'est une partie d'éléments de réponse là-dessus, mais qui reste encore une vraie question ouverte sur l'impact potentiellement différent des différents types de sucres. On a également montré, et là aussi, il y a vraiment des réflexions pour savoir de quelle manière on peut prendre mieux en compte ces aspects-là, et est-ce qu'il y a vraiment un lien causal entre l'index glycémique des aliments, donc c'est-à-dire finalement la réaction lorsqu'on ingère du sucre ou un aliment, l'augmentation au niveau sanguin, de la réaction que ça va avoir au niveau de l'augmentation du sucre dans le sang, et du coup l'insuline qui va être sécrétée pour diminuer et maintenir constant le taux de sucre dans le sang. Eh bien cette réaction-là est quantifiée par cette notion d'index glycémique qui est évidemment très variable selon les différents aliments de la diète. Et donc on a pu montrer ici dans Nutrinet Santé, mais là aussi tout ce que je vous montre, attention, ne le prenez pas comme argent comptant, hein. Je vous ai bien expliqué comment on construisait les preuves scientifiques. Là on en est dans des travaux, des pistes de recherche, des premiers résultats qu'on observe. Est-ce que d'autres vont confirmer ces résultats et quel sera le verdict en matière de niveau de preuve sur ces choses-là plus tard? Voilà, on ne sait pas
encore. Mais donc on a montré que des consommations d'aliments d'index glycémique plus élevés étaient associées ici à une augmentation de risque de différents cancers dans Nutrinet. On s'est intéressé également à d'autres types de glucides qui sont des glucides de petite taille fermentescibles qui s'appellent les FODMAPs, donc pour oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols, qu'on trouve dans différentes catégories d'aliments, donc notamment ceux qui contiennent plus de glucose que de fructose, donc miel, mangue, etc., ceux qui contiennent du lactose, donc évidemment produits laitiers, les polyols, dans avocats, champignons, les fructanes, blé et dérivés, etc., et les galacto-oligosaccharides dans certaines légumineuses, etc. Donc ces FODMAPs-là, il y a des questions qui se posent sur de potentiels effets au niveau de la sphère intestinale, avec des effets qui ne sont pas forcément toujours favorables pour la santé, en tout cas sur les troubles gastro-intestinaux. Donc on a déjà fait un travail pour quantifier les apports dans ces différentes substances dans Nutrinet. Bon, ça ne vous dira pas grand-chose, mais voilà, on est arrivé à une moyenne d'exposition en FODMAPs dans la cohorte. Mais ça nous a permis de commencer à explorer les liens avec différentes pathologies. Et donc là aussi, sur le cancer, c'est beaucoup sur le cancer parce que c'est dans le cadre d'une thèse financée par l'Institut national du cancer, donc de Charlotte Debras, sur sucre et etc., et association et exposition associée. Et donc on a montré un lien entre FODMAPs et risque accru de cancer, et notamment les oligosaccharides par rapport au cancer, et notamment colorectal. Donc là aussi, ce sont vraiment des choses pour lesquelles il n'existe aucun niveau de preuve à l'heure actuelle, mais avec des premières pistes de résultats ici. Alors quand on pense au sucre, on pense évidemment aussi aux édulcorants. Donc là, grosse question à l'heure actuelle, hein, ce qu'il y a avec une monographie du Centre international de recherche contre le cancer qui se penche actuellement sur la question, et où on essaye de savoir si, oui ou non, ici, enfin, en l'occurrence l'aspartame, peut avoir un potentiel carcinogène pour l'homme ou pas. Et donc des résultats qu'on a pu produire dans le cadre de Nutrinet Santé qui montraient effectivement un lien entre différents édulcorants, dont l'aspartame, et un risque accru de différents cancers. Et résultats qu'on a également observés pour maladies cardio- et cérébrovasculaires. Je passe un petit peu vite parce que je vous ai montré ces résultats dans le cours sur les aliments ultra transformés. Et on vient d'avoir ce week-end l'acceptation de ce papier-là, également montrant un lien entre l'exposition à ces édulcorants et une augmentation de risque de diabète de type 2 dans la cohorte Nutrinet Santé. Donc on a aussi des travaux sur les aspects politiques pour essayer de comprendre quelles sont les personnes qui sont plus ou moins en faveur ou plus ou moins réticentes par rapport à la taxe sur les boissons sucrées. Et aussi, on essaye de sonder. Donc là, on voit qu'effectivement, selon il y a quand même un soutien globalement à cette taxe, et notamment lorsqu'on explique que l'argent peut être utilisé pour être réinjecté dans des mesures de santé publique. Là, le soutien augmente encore. Il y a toujours, on retrouve les personnes les plus éduquées, etc., qui sont plus favorables. Et donc, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et qui guident notamment aussi le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Et là, ce sur quoi là, on planche à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de résultats à vous montrer, mais c'est sur et si on étendait cette taxe à différentes autres catégories de produits, donc au reste des produits sucrés pour commencer, et pourquoi pas après à ceux avec un Nutri-Score plus défavorable, dans quelle mesure les personnes seraient plus ou moins favorables, quelles seraient les barrières à cela, en tout cas dans l'acceptation des citoyens. Donc on a encore plein de travaux de recherche sur différents sucres et santé, sur des produits qui sont issus de la transformation des sucres, qui se retrouvent comme contaminants aussi dans l'alimentation, Advanced Glycation and Products. Donc beaucoup de travaux, et puis des petites vidéos, Canal Détox, et puis Réseau NACRE décrypter et comprendre si vous voulez aller plus loin là, sur les aspects sucre et santé. Alors, on a plein de choses à faire aussi sur les compléments alimentaires. Une seule diapo ici, mais je vous en parlais dans le cours sur les idées reçues en nutrition. Une grosse incertitude sur l'impact à long terme de ces produits-là sur la santé. Et puis, on commence maintenant à se poser des questions sur les additifs qui sont contenus aussi dans ces compléments alimentaires. Et donc là aussi, quand on va avoir le temps de s'y remettre, on aura une mine d'informations pour travailler sur tout ça dans Nutrinet, puisque chaque année, on pose la question des consommations de compléments alimentaires avec la marque des produits, etc. Donc, on aura vraiment des informations extrêmement détaillées et sur le long terme pour pouvoir investiguer ces aspects-là.
Je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment maintenant dans l'idée de collecter donc, un maximum d'informations pour prendre en compte, pas les expositions de manière séparée, mais vraiment la co-exposition à une multitude de facteurs, avec donc beaucoup de questionnaires sur les comportements, sur les expositions alimentaires et autres des participants dans Nutrinet, des dosages, ce qui permet aussi d'avoir énormément d'informations sur l'exposome chimique ou sur le métabolisme des participants, la géolocalisation des nutrinotes par rapport à tout l'environnement bâti dont je parlais tout à l'heure, par exemple, et puis le couplage du coup de toutes ces données-là avec énormément de bases de données. C'est le cas, comme j'exprimais avec Open Food Facts, on l'a fait aussi avec la base de Locali, de l'ANSES INRAE, on le fait avec des bases de données de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, donc sur certains contaminants, on le fait sur des bases de prix des aliments, et donc on a la possibilité, grâce à ces aspects-là, d'avoir vraiment une notion d'exposition très globale de l'individu à différentes choses, avec la volonté vraiment de consolider sa dynamique avec des approches analytiques d'un point de vue statistique adaptées et d'un point de vue aussi dosage biologique adapté, et des programmes de recherche, j'en reviens dans un instant. On a des premiers résultats avec nos collègues qui travaillent sur l'asthme et qui ont pu montrer différentes dimensions de l'exposome, des exposomes, et la manière dont elles étaient associées à l'incidence de l'asthme et puis au contrôle aussi de l'asthme chez des patients asthmatiques, donc des résultats originaux dans Nutrinet. Et on va vraiment démarrer là aussi à l'automne un projet sur l'interopérabilité des bases de données. Comment est-ce qu'on fait quand on a des bases de données avec des noms d'aliments qui sont différents dans Nutrinet par rapport à bases de contamination de telle ou telle instance, comment on fait pour que tout ça puisse se parler et qu'on puisse avoir justement cette mise en relation des bases de données pour aller vers ces données de grande dimension. Donc on a aussi beaucoup d'interrogations sur les mécanismes, et là, interrogations qu'on ne résoudra pas tout seul. On aura certes tout ce qu'on pourra faire nous au niveau épidémiologie mécanistique, mais il va également falloir qu'on couple nos approches avec nos collègues en recherche expérimentale pour répondre à toutes ces questions, et notamment celles posées au niveau du microbiote intestinal. On avait par exemple ici dans le cadre des 1000 individus de l'étude milieu intérieur, on a pu déjà montrer des relations entre consommation de fruits crus, de poissons et une meilleure diversité du microbiote, et à l'inverse pour tout ce qui était produits frits et soda. Et on va pouvoir aller largement plus avant dans ces questions-là avec le volet microbiote intestinal qu'on va mettre en œuvre dans l'équipe avec la collecte de sel qui va commencer là très prochainement sous l'égide de Mélanie Deschazeaux. On a déjà des résultats qui sont intéressants, où sur quelques individus, on a pu travailler en partenariat avec les collègues au niveau expérimental et montrer des liens entre les consommations notamment de viande et des métabolites issus du microbiote au niveau marqueur ici, marqueur sanguin ou bien marqueur urinaire. Et ça a pu être vu à la fois chez l'homme et à la fois chez l'animal, avec aussi, là ils sont allés plus loin chez l'animal, en montrant l'impact que ça avait sur le risque de cancer colorectal de ces molécules-là, de ces métabolites-là. Donc c'est aussi un travail intéressant et qui montre les perspectives en matière de recherche sur microbiote et santé. Alors, on va aussi sortir du cadre uniquement des aspects cardiométaboliques, cancer, etc., pour aller vers d'autres pathologies pour lesquelles les liens avec la nutrition commencent à émerger, mais sont encore mal connus. Donc, santé mentale, santé respiratoire, santé des femmes, avec le PEPR sur l'endométriose, par exemple, santé dermatologique également. Sur la santé mentale, on est par exemple en train de construire un indice de multimorbidité pour à la fois pouvoir étudier le lien entre alimentation, activité physique et cette multimorbidité, pathologie mentale, mais également de quelle manière cette multimorbidité mentale va jouer comme facteur de risque de différentes maladies liées à la nutrition, diabète, obésité, etc., ou maladies cardiovasculaires, et comment justement une perte de chance par une alimentation plus déséquilibrée eh bien, pourrait jouer de manière plus forte chez ces personnes-là sur le risque de ces maladies liées à la nutrition. Et donc on a des travaux, par exemple, qui ont commencé, hein, notamment c'est Valentina Andreeva et ses doctorants et doctorantes qui travaillent sur ces aspects en montrant par exemple des liens entre cette comorbidité, anxiété et insomnie et augmentation du risque de diabète de type 2 dans la cohorte Nutrinet Santé.
Alors, on a beaucoup de travaux aussi, j'accélère, je suis en retard comme d'habitude, beaucoup de travaux aussi qu'on a conduits dans le contexte Covid-19 qui a mis finalement un premier pas pour notre équipe dans le domaine de la nutrition et immunologie, qui était quelque chose qu'on ne couvrait pas jusqu'à présent, mais là aussi où il y a énormément de rationnels, on dit, enfin comment dire, d'éléments qui nous font penser qu'il y a des choses à explorer, mais très peu de preuves encore pour l'instant chez l'homme. Et donc on a pu, là, grâce à ce projet SAPRIS, avec les autres cohortes en population générale, collecter une multitude d'informations sur l'impact de la crise sanitaire sur les habitudes alimentaires et d'activité physique, mais aussi sur la manière dont l'alimentation pouvait être associée à un moindre risque d'infection au Covid-19, et notamment une alimentation riche en fruits et légumes et les vitamines, donc les fibres, vitamines B9, C et K associées, et à l'inverse, les produits laitiers qui étaient associés à un risque accru dans cette étude-là, malgré évidemment des ajustements sur tout plein de choses, y compris le port du masque, le nombre de sorties par semaine, le respect des gestes barrières, etc. On a aussi des travaux qui montrent un impact favorable enfin en tout cas un lien entre activité physique au global et dans différents domaines d'activité physique et risques infectieux plus faibles vis-à-vis du Covid-19, là aussi ajusté sur tout un tas de choses. Et puis des travaux aussi pour montrer ici, on fait un pas de côté par rapport à la nutrition, mais pour vous montrer que cette base de données sert à plein d'autres choses. Par exemple, ici, on a pu prouver et donc montrer en accord avec ce qui était montré aussi dans d'autres pays, d'autres contextes, que les participants qui avaient un groupe sanguin O avaient une moindre probabilité d'infection au SARS-CoV-2, et notamment les participants qui avaient, parmi les participants non O, ceux qui avaient un groupe A, puis ensuite AB, avaient une plus grande probabilité d'être infectés par le SARS-CoV-2. Alors, quelques éléments juste de ce projet de recherche qui est porté par Bernard Srour dans notre équipe et qui nous pose vraiment question. On a vraiment envie de voir ce qui va en être. C'est que, comme je vous disais, il n'y a plus seulement maintenant la question de qu'est-ce qu'on mange en matière de qualité nutritionnelle et plus largement que nutritionnelle. Il y a aussi le à quelle heure, à quel rythme on consomme, avec pour l'instant très peu d'informations sur ce domaine-là. Quand même des éléments, par exemple l'IARC, le CIRC, a statué que le travail posté était probablement cancérogène pour l'homme. Et on sait évidemment qu'on a donc une régulation de tous ces systèmes avec une gestion autonome de nos horloges biologiques internes, mais également une gestion de ces horloges par des donneurs de temps qui vont permettre de les synchroniser. Des donneurs de temps, déjà il y a la lumière évidemment, donc, la lumière qui va agir sur l'horloge centrale, mais également les horloges périphériques qui vont pouvoir être influencées par des donneurs de temps, on appelle Z-Geber, non photiques, non liés à la lumière, et notamment l'alimentation en fait partie. Et quand on voit ces résultats-là chez l'animal, on se dit il y a vraiment quelque chose à creuser. Là, c'est une expérimentation qui donc, prend deux groupes de souris. Un groupe avec exactement, en termes de calories, de contenu de l'alimentation, va donner la même chose aux deux groupes. Un groupe qui va être nourri ad libitum, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, voilà. Et un autre groupe qui va être nourri avec un pattern vraiment précis d'alimentation au cours de la journée, eh bien, on voit une prise de poids, des dérégulations métaboliques diverses chez ces souris qui, du coup, ont pourtant reçu exactement le même nombre de calories et qualitativement la même chose. Donc vraiment, ça nous pose question là-dessus. On a vraiment envie d'aller explorer tout ça dans une société où on ne sait plus très bien où on en est sur les rythmes. On mange pressé, on saute le petit déjeuner, on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur la santé. Les jeûnes intermittents qui se généralisent, le concept d'alimentation restreinte limitée dans le temps également, donc TRE en anglais, donc le fait de condenser ces prises sur une période plus restreinte sur les 24 heures de la journée. Tout ça, il y a des effets de mode qui ont été mis en œuvre sans pour l'instant qu'on ait de preuves scientifiques, mais avec des éléments qui suggéraient qu'il pourrait y en avoir, qu'il pourrait y avoir des éléments. Et donc on a des premiers résultats qui montrent qu'une prise tardive alimentaire, ici après 21h30 le soir, était associée à une augmentation de risque de cancer du sein et de la prostate dans Nutrinet Santé, en ajustant évidemment, je la fais très courte ici, mais sur les calories, sur le gras, le sucre, etc., sur la qualité de ce qui était consommé. Ne prenez pas ça aussi pour argent comptant. C'est une étude, on est les premiers à publier là-dessus. Il faut évidemment voir si ces résultats sont validés dans d'autres populations, etc. On a des premiers résultats qui vont dans ce sens-là également sur le diabète de type 2.
avec un horaire précoce de la première prise alimentaire qui serait associé à un risque moins élevé de diabète de type 2, et pas d'association entre la durée du jeûne nocturne et diabète de type 2, si ce n'est lorsque ce jeûne est rompu tôt, c'est-à-dire que ce jeûne intermittent serait associé à un dîner précoce, un petit déjeuner précoce, où là, ça semblait être associé à un moindre risque de diabète de type 2 dans cette étude. Et donc, idem, on a des résultats là sur la santé, sur le risque de maladie cardiovasculaire, avec une association linéaire entre l'heure de la première prise alimentaire et risque de maladie cardiovasculaire. Donc, plus elle est tardive, plus le risque était élevé dans cette étude. Une heure tardive de la dernière prise associée à un risque accru, et une association inverse entre la durée du jeûne nocturne et le risque de maladie cérébrovasculaire ici. Donc ça, voilà, des pistes évidemment à explorer avec tout un programme de recherche. Je vais m'arrêter parce que je n'ai pas le temps de le détailler. Des notions aussi comme le jet lag social. Est-ce qu'on mange pareil la semaine, le week-end, et le décalage entre les deux qui peut perturber nos horloges, quel impact ça peut avoir sur notre santé? Donc plein de questions qui se posent à ce niveau-là et que Bernard va explorer avec l'équipe dans les années qui viennent. Beaucoup de travaux aussi sur les déterminants des comportements et notamment un axe de recherche sur les déterminants positifs, psychologiques positifs, que ce soit optimisme, estime de soi, la résilience, la pleine conscience, la satisfaction avec la vie ou la maîtrise, qui sont, ça peut paraître ésotérique, mais ce sont vraiment des concepts validés avec des études, des échelles très sérieuses qui permettent de mesurer ces traits de personnalité, ces traits psychologiques, et du coup d'étudier les liens avec différentes caractéristiques, avec les variations de poids, la prise de poids, avec la qualité des prises alimentaires, le type de prise alimentaire, et qui ont montré que ces traits psychologiques positifs avaient potentiellement un impact bénéfique sur notre alimentation et sur une moindre prise de poids au cours du suivi. Et donc ça, ce sont les travaux de Sandrine Pénaud et tout son groupe au sein de notre équipe qui va travailler là notamment beaucoup sur les aspects d'alimentation en pleine conscience, l'impulsivité à l'inverse, dans les aspects négatifs et l'impact sur les pathologies, etc. Juste un petit mot sur la recherche participative. Vous avez eu Marie Préau, la professeure Marie Préau, qui vous en a pas mal parlé dans son séminaire, puisque ce sont des travaux qui conduisent. Nous aussi, on a plusieurs travaux avec vraiment cette volonté de mettre en place des projets où ce n'est pas seulement on fait participer les nutrinotes qui répondent au questionnaire, et c'est déjà une énorme participation, mais aussi d'associer, que ce soit des patients ou des citoyens, à la co-construction des questions de recherche, des outils eux-mêmes de collecte de l'information et des stratégies d'intervention pour la recherche interventionnelle. Et donc ça, on a notamment tout un programme de recherche sur l'alimentation des étudiants, en partant du vrai vécu de nos étudiants au Master de Nutrition humaine et Santé publique de l'Université Sorbonne Paris-Nord, grâce à Alice Belisha, qui est maître de conférence chez nous, et qui va mettre aussi en place un projet d'études interventionnelles pour améliorer concrètement l'alimentation des étudiants, déjà de notre université, mais ensuite avec un programme qu'on espère pouvoir transposer de manière plus large. On a aussi donc, ces fameuses cohortes de patients qu'on suit, qu'on intègre à la cohorte Nutrinet Santé, en partenariat évidemment avec les services cliniques qui sont spécialistes de différentes pathologies. Et on a un projet à l'heure actuelle, dans le cadre du CARPEM, où on va s'intéresser aux Patient Reported Outcomes, donc des outcomes de santé tels que remontés vraiment de la vraie vie du terrain des patients, et avec des outils vraiment validés pour pouvoir mesurer ces Patient Reported Outcomes et travailler avec les patients sur l'impact que ces symptômes ont sur l'observance au traitement, sur leur qualité de vie, sur leur manière de s'alimenter, etc. Donc on a vraiment aussi cette volonté de travailler aussi chez les patients. Je vous ai déjà parlé de ces travaux sur la stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Et donc vous pouvez retrouver ici, alors on la liste quasi exhaustive des publications qu'on a sur Nutrinet. On essaye, dès qu'on publie un travail, de traduire en français le résumé de l'article, puisque là évidemment c'est en anglais, ce sont les publications internationales. Traduire le résumé sur le site Nutrinet. Vous avez aussi sur le site, on essaye de mettre quelques retombées presse. Vous pouvez voir un petit peu ce qui est dit de nos travaux. Évidemment, tout cela, ce n'est possible que parce qu'on travaille en collaboration avec des collègues dans toutes les disciplines au niveau national et au niveau international, et avec cette vraiment volonté de faire de la triangulation des méthodes. Si on veut arriver à des niveaux de preuve en matière de nutrition santé, on n'y arrivera pas tout seul en épidémiologie. On travaille avec les collègues au niveau recherche expérimentale, sciences sociales et recherche clinique, et c'est évidemment totalement le cas pour aussi le développement des nouvelles mesures de santé publique.
Donc on a besoin, et je conclurai là-dessus, d'une recherche publique, je le répéterai jamais assez, qui soit forte en matière de nutrition et santé, qui va nous permettre de renforcer des niveaux de preuve, tout ce que je viens de vous montrer à l'instant, qui sont encore vraiment émergents en matière de lien nutrition-santé, d'identifier les nouveaux facteurs de risque, les nouveaux facteurs protecteurs, d'optimiser du coup les recommandations nutritionnelles et les politiques nutritionnelles, de pouvoir faire améliorer le Nutri-Score par la suite avec l'évolution des connaissances, améliorer la fiabilité des infos qui sont fournies par les applications, comme on va voir pour Open Food Facts. On nourrit aussi ce qu'il y a dans les applications. Et puis plus généralement, voilà, de pouvoir guider efficacement les politiques de santé publique pour améliorer la durabilité des écosystèmes et la prévention des maladies chroniques liées à la nutrition. Alors, avant de laisser la parole dans un instant à Stéphane Gigandet et à Pierre Slamisch qui vont nous présenter Open Food Facts et nous donner des perspectives en matière d'utilisation de ces technologies pour la recherche et de manière plus générale pour la santé publique, je tenais moi à remercier les membres de notre équipe de recherche, les REN, tous nos collaborateurs, en France, dans le monde, et puis évidemment les participants à nos études, en premier lieu les nutrinotes, sans qui toute cette recherche-là ne serait évidemment pas possible. Vous pouvez retrouver tout le contenu des cours en replay, et y compris le PDF de toutes ces diapositives. J'ai conscience que parfois ça va un petit peu vite, mais voilà, n'hésitez pas à regarder à tête reposée. Et puis ce n'est qu'un au revoir, puisque pour ceux qui seraient intéressés, on se retrouve le 28 juin pour un colloque international sur la nutrition de santé publique, avec vraiment des intervenants qui ont accepté, je les en remercie vivement, les meilleurs spécialistes, enfin les meilleurs, parmi les meilleurs, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, au UK, etc., qui viennent pour nous parler de leurs recherches, de leur domaine. Ça peut aller de la toxicologie à l'impact de l'industrie agroalimentaire sur les systèmes alimentaires, les aliments ultra transformés et santé, etc., etc. Donc ouais, ça va être un programme très passionnant. Voilà, et puis surtout, je vous remercie énormément pour votre attention et pour votre fidélité.